Vous vous asseoir? Alors, nous avons un prochain témoin. Madame. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Corinne Charette, si on pouvait l'assermenter, s'il vous plaît. Prêt? Bonjour. Alors, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Corinne Charette, informaticienne retraitée. Merci. Votre témoin. Alors, bonjour, Madame Charette, Alexandre Thériault-Marois, je suis procureur pour la commission. On va commencer tout de suite avec un bref aperçu de votre expérience, et autant là, académique que professionnelle, si vous voulez bien. D'accord. Alors, je suis diplômée en génie électrique de l'Université Concordia. Et depuis mon bac, j'ai œuvré la grande majorité de ma carrière en transformation numérique, mais dans 3 rôles distincts. Parfois directement comme ingénieur de système. J'ai travaillé pour IBM Canada 2 fois, à 2 reprises. J'ai été beaucoup en service professionnel avec Pete Marwick et ensuite KPMG. J'ai été aussi 2 fois dans l'informatique pour des banques, une fois à la CDTI, la Corporation des jardins de traitement informatique. Ensuite, j'étais vice-présidente Internet Banking à CIBC à Toronto. Et finalement, j'ai été DPI, directrice principale de l'information pour différentes sociétés. La première fois pour CANAF, notre organisme fédéral qui fait la détection du blanchissement d'argent. Ensuite, pour Transat, ici à Montréal. Et je suis retournée au fédéral pour devenir la DPI du gouvernement du Canada. Bon, on va vous laisser reprendre votre souffle, puis on va aller reprendre certains éléments là-dedans. Mais d'abord, je pense que vous êtes aujourd'hui professeure adjointe à l'Université Concordia. Je n'enseigne plus. J'ai terminé d'enseigner. Mais je l'étais après ma retraite du gouvernement fédéral, j'ai été prof. Okay, jusqu'à quelle année? Jusqu'à l'année passée. J'ai enseigné un cours l'année passée. Bon. Et vous êtes également, donc, est-ce que vous êtes toujours membre de l'Ordre des ingénieurs? Je suis membre retraité de l'Ordre des ingénieurs, oui. D'accord. Et vous êtes membre de l'Ordre, vous étiez, en fait, vous êtes membre de l'Ordre depuis quelle année? Depuis 1977. 2 ans, on est d'abord stagiaire, puis après 2 ans, on est membre professionnel. Très bien. En génie, votre spécialité? Électrique. Super. Architecture de système et radiocommunication. Bon. Et là, vous avez mentionné avoir travaillé à 2 reprises chez IBM. De quelle année à quelle année est-ce que vous êtes capable de... Sinon, je vais vous aider. Non, je le connais très bien. De 75, suite à mon bac, jusqu'à 77. Et de nouveau, de 89 jusqu'à 98 environ. Bien. Et la plus haute fonction que vous avez exercée chez IBM? Chez IBM, j'étais directrice e-business ou dans Global Services, si je me souviens. Ça fait quelques ans, ça fait plus de 20 ans maintenant. Mm-hmm. Et vous étiez basé à quel endroit? Bien, la grande majorité de ma carrière chez IBM à Montréal, mais à 2 reprises à Toronto brièvement. Bien. Vous avez peut-être entendu, j'ai posé la question à M. Caron un peu plus tôt aujourd'hui, puisque celui-ci avait également fait carrière chez IBM. Un peu en même temps que vous, il nous a dit qu'il ne vous connaissait pas, qu'il était au bureau de Québec pour sa part. M. Geoffrion également a mentionné travailler chez LGS juste avant qu'elle soit achetée par IBM. Est-ce que, dans le contexte où LGS était une filiale d'IBM et qu'elle avait un contrat important avec la société dans le cadre du projet CASA, est-ce que votre passé chez IBM avait fait l'objet de discussions, de divulgation de conflits d'intérêts? Est-ce qu'il y avait eu des quelconque malaise là, face à vos expériences respectives chez IBM et le contrat en question? Absolument pas. Je pense qu'IBM a acquis LGS après que j'ai quitté IBM Canada la 2e fois. Donc, je connaissais LGS parce que c'était une grande firme conseil dans l'environnement québécois informatique, mais non, pas du tout. Parfait. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que par ailleurs, vous avez eu d'autres contributions, d'autres liens contractuels professionnels avec LGS, IBM par la suite?
Que ce soit au Aucun. gouvernement fédéral, comme des pays ou... Au gouvernement fédéral, IBM était un très grand fournisseur et il était impliqué dans plusieurs organismes et ministères. Mais moi, individuellement, non. Dans mon rôle de DPI, j'ai pas eu de contrat avec IBM Canada. Et je dois vous poser la question, là, vous étiez DPI du gouvernement fédéral de quelle année à quelle année? De 2009 à mars 2015. Bon, et le projet Phoenix, mars 2015, vous dites? Oui, mars 2015. Le projet Phoenix au gouvernement fédéral était dans ces eaux-là, ou en tout cas d'une façon... Il était en fonction, le projet était en marche. Quand j'étais la DPI au fédéral, je surveillais ce projet. Périodiquement, ou 3 ou 4 mois, mais j'ai quitté mon rôle de DPI avant, au moins 1 an, peut-être plus avant leur passage en production. Avant le déploiement, là. Exact. OK. Et quelles étaient vos responsabilités, donc, pendant la préparation du projet Phoenix? Vous vous situez où dans le projet, là? Mais comme DPI, mon rôle était de supervision de leur progrès sur une base périodique, comme aux 3 ou 4 mois, de voir. On avait au fédéral ce qu'on appelait le dashboard des grands projets, un peu comme le Québec a un tableau des projets numériques et est-ce qu'ils avancent selon le temps, selon les budgets et la portée. Et on les suivait aux 3-4 mois. Et à l'époque, je suivais Phoenix un peu. Et juste pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a été capable, dans le cadre de notre enquête, là, de situer, par exemple, le rôle de Carl Malenfant dans le projet CASA. Est-ce que vous aviez le même degré de proximité avec le projet Phoenix lorsque vous étiez DPI au fédéral, ou vous êtes plus éloigné que M. Malenfant l'était du projet CASA? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Pas tout à fait. Est-ce que j'étais éloignée du projet Phoenix dans le sens qu'ils avaient leur propre... C'était dans le ministère des Travaux publics. Ils avaient un sous-ministre adjoint qui était en charge du projet et toute une équipe de projet. Cette équipe venait faire une reddition de comptes périodique auprès du Conseil du Trésor où j'étais la DPI. J'étais au Conseil du Trésor. Très bien. Je comprends très bien ce que vous dites. Parfait. Donc, vous n'aviez pas le même degré de proximité avec le projet que Carl Malenfant avait avec le projet CASA. C'est ce que... Définitivement pas. Carl était le dirigeant de projet, exact. Le directeur de projet. Et donc, vous dites que vous êtes parti, vous avez quitté vos fonctions 1 an avant le déploiement de Phoenix. Environ. Là. Je ne me souviens pas exactement quand Phoenix est déployé, mais ils étaient toujours en mode essai, préparation, développement, essai. Bien. Et rappelez-nous, qui était le co-contractant du gouvernement fédéral? Absolument. C'était IBM qui était le fournisseur utilisant l'éditeur Oracle PeopleSoft. Donc, venons-en à votre rôle auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Vous êtes ici en votre qualité d'administratrice. Vous avez été... D'abord, de quelle période, là, sur quelle période vous avez été administratrice? Je me suis joint au conseil en, je dirais, la fin de l'été 2018, ou pendant l'été 2018. J'avais noté le 6 juin 2018, où en fait votre première rencontre aurait été le 20 juin 2018. D'accord. Ça va? Merci. Et vous êtes, je comprends que vous êtes toujours membre du conseil. Je suis toujours membre. Donc, ça vous fait quoi, là? Ça vous fait... vous avez été renouvelé une fois? Pardon? Vous avez été renouvelé une fois? Une fois seulement. Donc, vous êtes dans votre 2e mandat. Oui, exact. Comment... avant d'en venir à votre processus de nomination, comment est-ce qu'on vous présente aux autres membres du conseil d'administration lors de la rencontre du 20 juin 2018? La première fois, là, comment est-ce qu'on vous introduit? On m'a introduit en faisant un sommaire de mon parcours professionnel et on note que j'amène le volet expertise en transformation numérique et informatique
auprès des autres collègues. Vous aviez déjà gagné des prix, je pense, là, pour votre implication en matière de projets informatiques dans le secteur public. Oui, Vous avez des prix. vous avez été nommé récemment, là. Vous avez eu une nomination pour, Une nomination, oui, laquelle? pour comme vous avez gagné un prix pour votre rôle comme, Ah, quand j'étais DPI, j'ai été nommée DPI de l'année au Canada. oui, Ça, c'est par l'ensemble, l'association des CIO. C'est anglophone, c'est basé à Toronto, mais oui, j'ai gagné ce prix-là. Mais vous l'aviez oublié. c'est pas un prix, c'est un. Ouais, mais c'est Euh, modeste. bon, on vous présente quand même comme au conseil d'administration comme la spécialiste, là. Vous avez une longueur d'avance sur les autres membres du conseil d'administration en matière de technologie de l'information. Ben, il y a plusieurs membres du conseil qui sont, selon moi, qui ont beaucoup d'expertise, entre autres M. Geoffrion qui a témoigné hier ou avant-hier, en tous les cas, et d'autres qui, malgré le fait qu'ils ne sont pas informaticiens, ont quand même une expérience avec les grands projets, mais je suis présentement, je dirais, celle qui a le plus de concentration en informatique. Bon, mais allons-y un peu dans le détail, justement, là, avec quel membre du conseil d'administration, à partir de votre nomination en 2018 jusqu'à aujourd'hui, avec quel membre vous pouvez avoir des discussions un peu plus poussées en matière de technologie de l'information? Avec qui, là, vous pouvez parler le même langage? Vous me parlez de M. Geoffrion. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, plusieurs membres. Il y avait Mme Corbeil qui était assez forte et Mme Turgeon, M. de Coninck qui enseigne en statistique, qui est assez familier avec l'ensemble, Mme Lisoto et M. Christian Cyr. Je dirais que ce sont tous des collègues avec une expérience solide en gestion. Mais plus spécifiquement en TI? Ben, en gestion de grands projets, dont la grande majorité ont un volet TI. Je comprends bien. Donc, expliquez-nous comment vous avez été nommé au conseil d'administration de la société. J'ai été approchée par Mme Telfer qui m'a demandé si je serais prête à être considérée comme administrateur pour le conseil. Et on s'est rencontrés pendant 1 heure. Je ne l'avais jamais connue auparavant, mais on s'est rencontrés 1 heure où on a échangé sur mon parcours et sur les besoins du conseil, etc. Madame Telfer, à ce moment-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Mme Telfer était la présidente du conseil à l'époque. Et là, comment est-ce que pourquoi vous la rencontrez alors que vous ne connaissez pas? Je pense que j'ai été présentée ou référée par Mme Anne-Marie Croteau parce qu'elle était à Concordia, évidemment, et j'étais à Concordia. C'est là où je l'ai rencontrée. Et Mme Croteau, à ce moment-là, elle est... Mme Croteau était sur le conseil et la présidente du CTIC. Parfait. Donc, au moment où vous vous êtes nommé, Mme Croteau préside le comité sur les technologies de l'information. Oui. Bien. Au moment où vous êtes nommé en 2018, donc, est-ce que vous connaissez M. Carl Malenfant? Monsieur qui? Carl Malenfant. Carl Malenfant. Oh, Carl Malenfant. Oui. Excusez-moi, je vais vous Non, non, pas de problème. bien. N'hésitez pas. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas M. Malenfant avant de me joindre au conseil. Vous avez mentionné avoir écouté des témoignages de la commission jusqu'à présent? Pas tous les jours, mais j'ai écouté M. Geoffrion hier et M. Morneau. Avant hier. Oui, et puis la semaine passée, M. Simard. Bien. M. Caron ce matin? Non, j'étais en route. Vous étiez en route. Donc, outre Mme Telfer, en fait, quelle présidente du conseil d'administration vous avez connu depuis votre entrée en fonction? Mais après Mme Telfer, c'était M. Sioui. Et par la suite? Mme Savoie. Qu'en est-il maintenant des VPTI?
Des VPTI, c'était M. Malenfant quand je me suis joint au conseil, et puis jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite, et puis par la suite, Mme Foldesbusque a été nommée VP. Et situez-nous environ, là, on est à quelle date? M. Malenfant a pris sa retraite à la fin de 2023. Oui, à la fin de 2023. Au moment de votre nomination en 2018, est-ce qu'on vous... D'abord, est-ce que vous avez une expérience en matière de conseil d'administration, vous, personnellement? Oui, mais de plus petits conseils. C'était le premier conseil d'envergure sur lequel j'ai été nommée. Et est-ce qu'on vous a donné une formation particulière? La SAC ne m'a pas donné de formation, mais je suis membre de l'ICD. J'ai suivi la formation ICD, Institute of Corporate Directors du Canada. Et en ce qui concerne plus particulièrement les dossiers en cours à la société, parce que, bon, évidemment, on va discuter de CASA dans quelques instants. Et ce projet-là est en cours au moment où vous entrez en fonction. Est-ce qu'on vous donne une formation, une présentation sur le projet? Oui, absolument. M. Malenfant m'a fourni d'abord un gros binder avec, si on veut, les présentations qui résumaient le projet, et il l'a révisé avec moi. J'ai eu une rencontre avec lui de peut-être 1h30, 2 heures, je ne m'en souviens pas, ça fait maintenant 6 ans, mais oui, on a passé à travers. J'ai eu une petite formation sur la déontologie, etc. OK, mais vous avez vraiment eu un duo avec M. Malenfant en 2018 sur le projet CASA spécifiquement. Oui. Et ça, à votre connaissance, est-ce que c'était donné à tous les nouveaux membres du conseil d'administration compte tenu de l'envergure du projet, ou c'était plutôt donné à vous compte tenu de votre spécialisation en TI? Je ne sais pas si ça a été donné aux autres. J'étais la seule à être nommée à cette période. Donc, les autres nouveaux membres ont été nommés un peu plus tard. Alors, je n'ai jamais posé cette question. Je m'excuse. Et est-ce que vous vous rappelez, donc en 2018, on en est où dans le projet? En 2018, le projet est en marche. L'appel d'offres a été octroyé, l'Alliance est en fonction et la livraison 1 est en train d'être travaillée. Donc, la livraison 1 n'est pas encore déployée. Non, elle est en préparation. Et la livraison 2, quant à elle? La livraison 2 est notée sur les présentations comme étant lancée un peu en décalage, mais on s'attarde rarement sur la livraison 2 pendant la livraison 1, c'est-à-dire qu'on présume qu'ils font des travaux préparatoires, mais l'effort et les redditions de comptes sont sur la livraison 1. Quand vous dites on ne s'attarde pas vraiment à la livraison 2 alors qu'on est sur la livraison 1, là, est-ce que vous parlez du conseil d'administration ou vous parlez Je parle de du la conseil, société? Oui. de ce que nous est présenté. Mais vous savez que par ailleurs, la livraison 2 est en planification. Oui, oui. Et on s'attend à procéder à la livraison 2 puis avoir des plus grandes présentations là-dessus une fois la livraison 1 déployée. Et mis à part, là, vous m'avez parlé d'un cartable de M. Malenfant. Ben, d'abord, dans ce cartable-là, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que ça contient? Est-ce que ça contient le contrat, les clauses, ou ça contient plutôt des présentations que M. Malenfant a fait dans les derniers mois? C'est des présentations qui ont été faites au conseil et un peu l'historique. C'est comme un timeline. On a commencé notre transformation en 2012 à réfléchir, etc., etc. L'appel d'offres. Mais non, il n'y avait pas de détails. C'était vraiment des présentations au haut niveau. OK. Et là, je vous pose la question, puis là, ne le voyez pas comme étant un reproche, là, mais est-ce que vous avez lu le contrat avec l'Alliance, les clauses, etc.? Est-ce que vous avez fait davantage de lecture là, que ce qui vous est présenté par M. Malenfant? J'ai jamais lu le contrat. C'est très difficile de lire des contrats. Je ne suis pas avocate. Et donc, à la
je me situe vraiment là, au moment de votre nomination, en 2018. Est-ce que ce que vous en voyez, est-ce que vous êtes préoccupé, enthousiaste? Quelle est votre appréciation du projet au moment où il vous est présenté lors de votre nomination? Au tout début, j'étais très impressionnée par l'envergure du projet. Je trouvais ça une transformation numérique importante et, et nécessaire, c'est-à-dire je ne connaissais pas le détail de la SAC, mais ayant vu beaucoup de systèmes patrimoniaux au fédéral et ailleurs, je connaissais l'importance de moderniser les plateformes qui soutiennent des services de base comme les services de la SAC. Donc, je trouvais ça très bien que la SAC avait lancé ce projet-là parce que ce sont des projets qui prennent des années à réaliser et à chacun, le risque des systèmes désuets augmente. Donc, je trouvais que c'était une bonne chose. Mais là, vous êtes davantage dans l'opportunité de réaliser le projet. Vous dites que c'est une bonne idée de faire ce projet-là, mais ma question était davantage, est-ce que, compte tenu de votre expérience, est-ce que ce projet-là vous semble sur les rails? Est-ce que ça vous semble bien fignolé? Est-ce que l'équipe de direction le maîtrise bien, ce projet? Oui, j'ai été fort impressionnée par M. Malenfant. Je lui posais des questions, puis il répondait très facilement à l'ensemble de mes questions. Il maîtrisait son dossier. Et j'ai aussi remarqué au conseil que l'équipe de direction, en général, était très forte, maîtrisée. Ils parlaient tous le même langage, ils parlaient du projet de la même façon, tous avec enthousiasme. Alors, je trouvais ça très bien parce que ça prend un engagement solide de la part de la direction pour livrer une transformation de cette envergure. Et là, vous êtes bien en 2018, là, à ce moment-là. 2018. Parfait. Et quand vous dites, vous parlez de la direction, vous avez parlé de M. Malenfant, on a parlé de M. Malenfant. Qui d'autre fait partie de la direction, comme vous dites? À l'époque, il y avait Mme Tremblay, qui était la PDG, et M. Frenette, qui était le CFO. Et j'avoue que j'oublie le nom. Oh, il y avait monsieur, il y avait Dave, qui est décédé, qui était toujours aux communications à l'époque, mais je ne me souviens pas de tout le nom de tous les administrateurs ou dirigeants. Parfait. Mais essentiellement, là, les trois personnes les plus importantes ou celles qui prennent la parole le plus souvent concernant le projet CASA, c'est M. Malenfant, Mme Tremblay et M. Frenette. Oui. Dave Leclerc, c'était son nom. Vous avez dit? Le nom de le monsieur qui est décédé, Dave Leclerc. Dave Leclerc. Oui. Les comités maintenant. Les comités du conseil d'administration. Est-ce que vous avez participé à un comité du conseil d'administration? Dans la première année, non. Ce n'était pas la coutume de Mme Telfer de nous nommer à un comité dès notre arrivée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était tout simplement sa façon de gérer le conseil. J'étais membre du conseil et j'assistais aux réunions du conseil. Et j'ai été nommée, peut-être pas après un an, mais quelques mois plus tard, j'ai été nommée au CTIC, où j'étais membre et Anne-Marie Croteau présidait. Les premières rencontres, les premiers procès-verbaux du comité de technologie de l'information, je vois votre nom, c'est en juin 2019. Là, donc, oui, un an plus tard. Un an plus tard. C'est ça. Il me semble que ça m'a pris un an avant d'être nommée à un comité. Et là, vous dites donc c'est Mme Croteau qui est la présidente de ce comité. Oui. Qu'en est-il maintenant, et donc le comité TI, qu'en est-il maintenant du comité conjoint? Le comité conjoint était un amalgame du CTI et du comité d'Audi, CAPV ou CAPRA maintenant. Et ils se rencontraient périodiquement pour faire la revue en détail du projet CASA. Alors, on avait des présentations détaillées et on passait, l'agenda était surtout là-dessus. Et à la fin de ce comité, souvent, les présentations étaient soit condensées ou retournées au conseil global. Ça dépendait. Et là,
quel est le rôle du comité TI versus le comité conjoint relativement au projet CASA? Ben, le comité conjoint a été formé avant que j'arrive, mais ma compréhension, c'était que l'élément de risque et l'élément financier budgétaire était suffisamment important qu'il fallait avoir le comité d'audit en même temps que le comité de technologie. Donc, le CTI, moi, dans mon rôle de technologie, je me penchais beaucoup sur l'avancement technologique, si on veut, les assises technologiques, les best practices, comment ça se déroulait. C'est sûr que je regardais également les autres volets, on présentait le tout ensemble. Mais est-ce que vous discutiez du projet CASA également dans le comité TI ou le projet CASA était uniquement discuté dans le comité conjoint? De temps en temps, mais pas, à ma connaissance, je n'ai pas regardé tous les PV retournant à tous les CTIC auxquels j'ai assisté, mais selon moi, non, CASA était surtout le comité conjoint. Et depuis la fin du projet, parce que la livraison 2 est maintenant en production, le CTIC a demandé des réductions de comptes sur CASA pour suivre surtout le cheminement de mise en production et la gestion des anomalies, etc. Et donc, quel est le rôle du comité conjoint relativement au conseil d'administration pour les prises de décision? Est-ce qu'il y a des décisions qui se prennent dans le comité conjoint relativement à CASA? Bien, il y a des recommandations qui sont faites auprès du conseil pour aller de l'avant ou non avec une recommandation faite par l'équipe de projet. Donc, le comité conjoint avait pour objectif de passer plus de temps parce que dans le conseil, il y a plusieurs autres sujets à traiter d'une société aussi grande que la SAC. Et il n'y avait pas assez de temps pour vraiment avoir une discussion complète. Donc, le comité conjoint était là pour donner l'opportunité à tous ceux qui avaient l'expertise nécessaire de poser beaucoup de questions et être informés au maximum sur l'avancement du projet. Donc, il y avait un peu de débroussaillage qui était fait quand même là, au comité conjoint. Oui. Mais les décisions étaient prises au conseil d'administration. Oui, on faisait des recommandations, puis ça allait au conseil. Et à un certain moment, vous avez été nommée présidente du comité TI. Oui. À quel moment? Quand Mme Croteau a quitté le conseil, j'ai été nommée pour la remplacer. Vous n'avez pas... est-ce que vous êtes capable de nous donner une année ou? Peut-être en 2020, une année plus tard, je n'ai pas regardé exactement, mais... Et là, comment ça se passe pour, en ce qui concerne la présidence du comité conjoint? Bien, la coutume était que les présidents du CTIC et du CAPV étaient coprésidents du comité conjoint et un gérait une rencontre et l'autre gérait la prochaine et on faisait le va-et-vient entre les deux. Et donc, quand j'ai été nommée présidente du CTIC, de façon alternante, je présidais le comité conjoint. Et vous alterniez à ce moment-là avec M. Martineau? Avec M. Martineau, exact. Jusqu'en, par contre, M. Martineau a quitté. Il a quitté au plus tard en 2020, mais je ne me souviens pas exactement quand. Vers la fin de l'année 2020? Probablement. Est-ce que vous vous souvenez par qui il a été remplacé? Par Mme Turgeon. Et nous n'avons plus de procès-verbaux du comité conjoint à partir du mois de juin 2022. Après ceci, le projet était suivi entièrement au CA, compte tenu de l'avancement du risque et des dépassements budgétaires. Il a été jugé que tout le conseil avait un grand intérêt à suivre le projet. Okay. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous donner un peu plus de détails? Là, on est donc à l'été 2022. Là, vous dites les dépassements de coûts.
d'échéanciers commençaient à s'accumuler. l'échéancier commençait à être préoccupant. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est les autres membres du conseil d'administration qui ont dit on rapatrie, on veut prendre part aux discussions nous aussi parce que ça nous rend nerveux? Oui, absolument. Et puis, c'est un projet de société. Alors, il y avait une incidence majeure sur toute la société. Alors, oui, tous les membres du conseil voulaient entendre de vive voix d'eux-mêmes les présentations qui se déroulent. Et a posteriori, là, est-ce que c'était judicieux de créer un comité conjoint, de lui confier je comprends qu'on ne lui confiait pas entièrement le projet CASA, là, mais on lui confiait quand même cette responsabilité spécifique. Est-ce qu'à posteriori, c'était judicieux? Est-ce qu'on aurait dû continuer le comité conjoint? On aurait dû ne pas en faire? Je ne pense pas que le conseil aurait eu le temps de mettre autant de temps sur toutes les autres composantes ou éléments qui doivent suivre et aussi aller en grand détail. Donc, je pense que c'était une bonne idée pour une période de temps. Et à la mi-22, on approchait le déploiement, donc on savait que c'était une durée limitée, mais c'est une période clé. Alors, je pense que c'était la bonne décision à l'époque. Quand vous parlez des présentations sur le projet CASA, donc des présentations plus complètes au comité conjoint, simplifiées au conseil d'administration par la suite, ce sont toujours des présentations de M. Carl Malenfant? En grande majorité, des fois, Mme Busque livrait une partie, mais selon ma mémoire, M. Malenfant était le principal présentateur. Est-ce que je me trompe ou Mme Foldes-Busque présentait davantage le volet contractuel financier du projet? Je ne penserais pas. C'est pas j'ai pas cette récollection, moi. Comment est-ce qu'ils se séparaient la tâche ou les Moi, je dirais que c'était plutôt le contraire. Que M. Malenfant était sur les enjeux contractuels budgétaires et Mme Foldes-Busque était sur l'avancement des travaux d'implantation, le progrès des RICEF, la création des RICEF, les essais, les stratégies d'essais, etc., etc. Et ça, est-ce que c'était le cas dès votre nomination en 2018, cette séparation des, je ne veux pas dire séparation des tâches, mais plutôt séparation des présentations entre les deux protagonistes? C'était surtout M. Malenfant qui présentait au début. Je n'ai pas l'impression que Mme Foldes-Busque présentait énormément au tout début. Elle a pris davantage de place au fur et à mesure que le projet avançait. J'aimerais discuter avec vous quelques instants du rôle des auditeurs externes et internes. Donc, toujours à votre arrivée à la mi-2018, qu'est-ce que vous comprenez des mandats à la fois des auditeurs internes et des auditeurs externes? Quel est leur rôle respectif? Bien, le vérificateur interne, M. Pelletier, son rôle, et comme tout vérificateur interne, c'est de regarder au contrôle interne, au bon déroulement, la gestion des risques de la société, etc. Et il jouait son rôle. Il était là et il présentait ses recommandations au CAPV et parfois au Conseil, ses observations et ses recommandations. Et donc, vos contacts avec lui, à titre de membre du comité TI, comité conjoint, conseil d'administration, vous le voyez quand, M. Pelletier? Quand il présentait soit les résultats de ses audits internes ou les suivis des audits internes. Il revenait périodiquement. Au comité conjoint, donc? Au comité conjoint et des fois au comité TI sur des éléments de risque informatique, comme la mise à niveau des serveurs et la nécessité de les garder à niveau, etc., sur les éléments de la reprise et la relance, le backup informatique, les plans de recouvrement, etc. Donc,
il faisait des audits là-dessus, puis il revenait au CTIC avec ces éléments-là. C'est surtout informatique dans ce cas-là. On comprend. Et donc, évidemment, quelquefois au conseil d'administration. Je pense qu'il allait au conseil quelques fois, mais je ne me souviens pas exactement de toutes les fois qu'il a fait ça ou quand. Est-ce que c'est la seule personne avec qui vous aviez des contacts à la direction de la vérification interne? Oui, pour moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir rencontré d'autres de son équipe. Spécifiquement concernant le projet, parlons d'abord des auditeurs externes. Donc, c'est à votre connaissance qu'il y avait des auditeurs externes pour le projet CASA? Je nommerais pas ça des auditeurs externes. Je dirais qu'on avait une firme qui accompagnait le projet et qui surveillait la gouvernance. C'était E&Y. OK. Et faites la distinction, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Mais parce qu'un auditeur externe a comme mission et dans la loi la nécessité de valider les états financiers et de dire je suis d'accord ou non avec les états financiers tels que présentés. C'est sûr qu'ils regardent les contrôles internes et tout. E&Y est une firme d'auditeurs externes, mais ils ont été retenus pour accompagner l'équipe de projet et pour porter un regard particulier sur la gouvernance du projet. En gros, et les pratiques employées par l'équipe de projet pour atteindre le livrable. Et qui retenait les services? Qui payait la firme? C'était soit la direction elle-même, la PDG, ou la VPTI. Pour dire honnêtement, je pense que c'était la PDG, mais je ne suis pas certaine. Mais leurs honoraires étaient payés par qui? Par la société? Ouais, okay. Et donc, de quelle façon est-ce qu'ils rendaient des comptes? Bien, quand j'ai commencé sur le conseil, ils rendaient leurs comptes directs au comité de direction ou à la PDG et le comité de direction. Je ne suis pas certaine parce que je n'étais pas là, mais ce n'était pas à nous. Et on nous présentait au tout début les résultats de leur rapport. Alors, la dernière revue de E&Y, voici ce qu'ils ont dit. C'était comme une synthèse de leur rapport à la direction. Donc, vous n'aviez pas de contact, vous n'aviez pas de... Au début, non. Directement, non. Okay. Par la suite, le conseil a demandé que E&Y viennent nous présenter directement leurs constats. Alors, on a demandé ça peut-être soit au début de 2020. Et ça, c'est vous, c'est les administrateurs qui l'avaient demandé? Oui. Qui spécifiquement est-ce que... C'est moi. Je l'ai demandé parce que dans mon rôle, moi j'ai été consultante chez KPMG. Dans mon rôle de consultante, j'ai déjà fait plusieurs revues de projets et je savais que c'était important de dialoguer directement avec tous ceux qui étaient intéressés et que c'est toujours plus clair quand on l'entend directement de celui qui a écrit le rapport. Et donc, vous dites que cette demande-là, vous l'avez formulée en conseil. Vers l'année 2020. Oui, peut-être à la fin de 2019, mais en tous les cas, en 2019 et 2020. Et on nous l'a accordé. Ils sont par la suite, E&Y nous présenter les résultats de leur rapport directement au comité conjoint. Je reviens donc aux auditeurs internes. Comment était M. Pelletier? Comment son message était-il perçu par les membres du conseil d'administration, autant au CA que dans les comités? Bien, M. Pelletier était vu comme étant très dévoué à la SAC. Cependant, il ne semblait pas être confortable avec le projet et il revenait toujours avec la même recette.
je vais vous demander un peu plus de détails. Quand vous dites qu'il n'était pas confortable avec le projet, il n'était pas... Est-ce que vous voulez dire qu'il contestait l'opportunité du projet ou il contestait la façon dont c'était fait? Il revenait souvent sur les coûts-bénéfices et le fait que le projet n'atteindrait pas la rentabilité prévue à l'étude d'opportunité ou l'étude de faisabilité, je ne m'en souviens pas exactement, mais il contestait la rentabilité compte tenu du progrès qu'il évaluait. Et mon impression, c'est qu'il contestait régulièrement le choix du logiciel SAP, que personnellement, je trouvais inutile et pas du tout... on n'était pas pour le changer. C'est un très bon logiciel. Et C'est-à-dire, vous, en tout état de cause, quand vous arrivez en 2018, le logiciel est choisi, puis l'implantation est bien avancée de L1. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça sert à questionner le logiciel? mais est-ce qu'il questionnait le logiciel des SAP ou plutôt la façon dont l'appel d'offres avait été fait, puis le fait que SAP avait peut-être été davantage considéré dans le processus que d'autres logiciels? Il n'a jamais énoncé ces propos-là devant moi, en tous les cas. Moi, je n'ai pas entendu ça. Non. Il était quand même discret. Il présentait ses observations, ses recommandations de façon professionnelle, mais je pense le fait qu'il revienne continuellement là-dessus a fait en sorte que il y avait peut-être un manque de crédibilité. À partir de quel moment il a commencé à vous indiquer là, que la rentabilité serait pas au rendez-vous puis que les coûts seraient plus importants que prévu? Est-ce que c'est dès le départ? Ou en fait, je ne veux pas dire dès le départ parce que je garde en mémoire que vous êtes rentré en 2018. Là. Mais est-ce que Moi, ça a toujours été le cas pour vous? Non, je pense que c'est à partir de 2020, mais ça fait plusieurs séances de conseil auxquelles c'est très difficile de se souvenir de tout. Je comprends bien. Et quelle était la réaction donc des membres du conseil d'administration, voire même des membres de la direction, quand M. Pelletier prononçait ces paroles-là? Est-ce qu'il y avait une discussion qui s'engageait ou on faisait juste dire, nous, on veut aller de l'avant, puis... Non, on l'écoutait comme il faut, puis on posait des questions, il répondait aux questions. L'informatique revenait souvent pour dire oui, mais nous avons fait telle et telle affaire. Alors, non, il y avait des discussions, c'est le vérificateur interne. Est-ce qu'il y avait des frictions avec M. Malenfant, par exemple? Je ne dirais pas qu'ils étaient des meilleurs amis, mais au niveau du conseil, on n'a pas vu de friction, mais... Ça demeurait courtois à l'intérieur des murs de la salle du conseil. Là. Oui. Il y avait des divergences, il ne les faisait pas devant vous, là. C'est ça qu'on comprend. Exact. Mais vous, par ailleurs, je parle de vous, mais ça peut être également des gens qui suivaient le projet au conseil d'administration d'un peu plus près, de par votre rôle au comité conjoint. Est-ce que vous aviez tendance à être d'accord avec M. Pelletier comme quoi la rentabilité ne serait probablement pas au rendez-vous, mais qu'il fallait tout de même aller de l'avant avec le projet? Ou bien, vous dites, je pense que M. Pelletier se trompe dans ses chiffres, le projet va être rentable. Est-ce que vous comprenez la distinction que je fais entre les deux? Oui, et je pense qu'il y avait une certaine vérité dans ses propos que la rentabilité prévue ne serait pas au rendez-vous. Oui, mais en effet, c'était mon opinion que le projet devait y aller de l'avant de toute façon parce que la transformation numérique de la SAC était impérative. Mais est-ce que vous êtes de celles qui dites que le projet doit aller de l'avant de toute façon, peu importe le coût? Peu importe le coût, c'est très grand hein, comme question. Le projet doit y aller de l'avant si on arrive de trouver un moyen
qui est quand même abordable et dans les normes commerciales du temps. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu davantage votre pensée? Ça coûte cher implanter. Les grandes transformations numériques sont très coûteuses. Par contre, l'opération de systèmes patrimoniaux est aussi très coûteux. Entre autres, la plateforme patrimoniale de la SAC, qui demeure toujours pour l'Indem, leur coûte, je pense, 10 millions par année. Alors, ça, c'est juste ce que ça leur coûte pour maintenir l'Indem. À la longue, ce n'est pas économique maintenir une plateforme désuète. Et ça devient de plus en plus difficile de trouver les ressources. Les ressources coûtent de plus en plus cher. Et la bonification, des choses comme le photoradar ou l'immatriculation des villes, etc., n'est pas possible. Alors, beaucoup plus coûteux et beaucoup plus lent. Donc, c'est sûr que les grands projets sont risqués et c'est presque sûr que la grande majorité des grands projets ont des dépassements budgétaires. Là, on devance un peu notre discussion, mais vous savez, il y a eu un processus d'appel d'offres avant que vous soyez en place au conseil d'administration. Avant que je sois là, oui. Là, vous dites maintenant, ben, ça coûte cher, des dépassements, c'est très fréquent. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer, cependant, que le prix que la société va être appelée à payer est le juste prix? Quelle est la balise, là? Comment est-ce qu'on peut suivre? Parce qu'une fois qu'on est impliqué avec le partenaire, oui, comprenez ma question? Personnellement, je ne suis pas en faveur de l'octroi de contrats massifs pour toutes les phases d'un projet et toutes les composantes dans un seul appel d'offres. Je pense qu'il est plus sage d'y aller par volet et d'évaluer le fournisseur volet après volet. S'il livre le volet X, on a pour notre argent, c'est en production. Et la problématique, c'est que le coût et le temps nécessaire pour aller en appel d'offres est tellement long et coûteux que ça pousse les organismes à faire un appel d'offres énorme et ceci vient avec des risques supplémentaires. Donc, personnellement, je pense qu'il faut y aller par des plus petits morceaux. Petite bouchée par petite bouchée, là. Oui. Livraison par livraison. Oui. Je comprends bien vos propos, c'est qu'on aurait dû y aller d'abord peut-être par la livraison 1. Oui. Évaluer le fournisseur, voir oui. si ça s'est bien passé. Exact. Même, on aurait pu potentiellement aller en appel d'offres au milieu de la livraison 1 pour la livraison 2 et ainsi de suite. Ça motive le fournisseur également à garder ses patins aiguillés. Mais le très gros contrat, c'est dangereux pour l'État parce que le très gros contrat, 10% d'un gros contrat, c'est beaucoup plus que 10% d'une phase. Et l'idée de combiner les progiciels, la quincaillerie et tout ce qui est possible dans un même contrat, je trouve ça personnellement plus risqué que de dire j'ai un contrat pour service professionnel. J'ai un autre contrat, peut-être avec le même fournisseur, pour service d'exploitation. J'ai un contrat avec l'éditeur, j'ai un contrat avec le fournisseur de quincaillerie, etc. C'est beaucoup d'appels d'offres et beaucoup de contrats, mais à la longue, peut-être que c'est plus économique. Est-ce qu'à un certain moment, 2020, 2021 par exemple, est-ce que vous êtes questionné sur, ben écoutez, là, c'est trop gros, ça prend trop de temps, on va, en bon français, tirer sur la plug? Est-ce que de prendre nos pertes, puis de cesser l'hémorragie, ça a été une option qui a été considérée à un moment ou à un autre? Ça a été considéré, mais ça a été écarté rapidement. Ça coûte très cher arrêter un projet et le repartir. D'abord, il y a le write-off de toute la phase en cours sur lequel on doit mettre un X et des services externes ainsi que des coûts internes. Ensuite, il faut aller en appel d'offres à partir de ce moment-là, qui est un minimum de 2 ans, ce qui est terrible, parce que pendant 2 ans, qu'est-ce qui arrive? Le coût
des services professionnels augmente à tous les mois avec l'inflation et dans certains cas plus vite que l'inflation. Alors, si on retarde un projet de 2 ans, forcément, on va payer plus cher en général pour les mêmes heures professionnelles. Vous dites que ça a été considéré, Ben, ça a été mais une option. situez-nous, là, ça a été considéré à quel moment? En 2022, quand la problématique de l'estimation de la livraison 2 a été mise sur la table, c'est sûr qu'une option était, bon, on a mal estimé la livraison 2, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Mais il n'était pas question d'arrêter. D'abord, il y avait quand même du bon travail de fait. La livraison 1 fonctionnait très bien. La livraison 2 devait vraiment améliorer les services en direct, en ligne. Les services en direct en ligne de la SAC, avant ça, étaient quand même datés, n'étaient pas vraiment à la fine pointe. Donc, pour le conseil, pour moi, personnellement, et pour mes collègues, il n'y avait pas question, il fallait continuer. Mais si vous aviez, par ailleurs, ma question est sans doute hypothétique, mais si vous aviez obtenu cette information-là plus tôt, donc en 2019 ou en 2020, est-ce que la réflexion, à tout le moins, aurait pu être un peu plus longue de votre part? Si on l'avait eu en 2019, définitivement, parce que on l'aurait eu avant la livraison 1, mais la livraison 1 a été livrée en temps et en budget à toute fin pratique, là. Je pense que... Mais j'écoutais M. Geoffrion, que vous m'avez écouté, vous disiez, Oui. somme toute, c'était facile. La livraison 1, selon lui, c'est le back-office. Ça existe ailleurs, à moins que j'ai été induit en erreur, là, mais Je l'ai écouté. Je ne dirais jamais que c'est facile. C'est jamais facile. Et c'est pas facile pour moi dans la mesure que la SAC n'avait aucune expérience dans un PGI, ni d'expertise avec SAP. Donc, il n'y avait aucune équipe informatique, il n'y avait aucun équipier qui connaissait cet environnement-là. Il fallait tout refaire pour accommoder SAP. Et il n'avait pas la culture de travailler dans une chaîne de montage financière intégrée, ce que offre un PGI. Alors, c'était un changement pour les finances aussi et les ressources humaines d'adopter ça. Ce n'était pas facile, mais ce qui était plus facile, et là je suis entièrement d'accord avec M. Geoffrion, c'est que l'implantation des modules financiers et ressources humaines était beaucoup plus facile parce qu'il y avait peu de customization, de personnalisation et peu de développement sur mesure. Donc, c'était beaucoup plus simple à faire les essais, à tout faire, et c'est pour ceci que ça est arrivé en temps et lieu, selon le budget et le temps. Mais ceci nous a tous donné une confiance peut-être plus optimiste qu'il le fallait sur le restant. Mais même vous? Parce que Même quelqu'un qui n'est moi. pas dans le domaine, je peux comprendre, mais vous le saviez quand même un peu que la livraison 1, on ne jouait pas dans les mêmes ligues que la livraison 2 pour la Oui, société. je le savais, mais j'avoue que le succès de la livraison 1 m'a peut-être un peu... Voilé. Oui, oui, j'ai pas... J'aurais dû me questionner davantage. Ou dit autrement, vous auriez dû questionner davantage On aurait dû questionner davantage les estimés de la livraison 2. Qu'on a... Si on ne s'était pas trompé sur la livraison 1, on a considéré que la livraison 2 serait pas mal semblable, quoique tout le monde était au courant qu'il y avait beaucoup de développement à faire et beaucoup de personnalisation pour la livraison 2. Je veux simplement boucler la boucle sur les auditeurs internes. On va revenir sur la livraison 2, mais est-ce que c'est à votre connaissance qu'à un certain moment, les auditeurs internes ont été, disons, écartés du projet CASA? Ils ont été écartés? Oui. J'ai pas cette impression-là. Ils ont fait leur travail jusqu'à la livraison 2.
Est-ce que PwC, parce qu'à un certain moment, PwC a été mandaté, on est en 2022, si je ne m'abuse. Ils ont été mandatés en 23, non? À la suite de la mise en production. Ah, potentiellement aussi en 22. Oui, oui, c'est vrai. Ben, en mars 2022, pour un premier rapport, même qu'il y avait une mise au point qui était donnée en mai, puis ensuite un rapport en juillet 2022. Oui, d'accord, oui, je me souviens. Est-ce que quel était l'objectif du mandat du PwC? De valider les propos de la vérif interne, qui étaient les mêmes que j'ai mentionnés. C'est ça. Et quelle est votre compréhension du... je veux pas, évidemment, on a le rapport, là, mais vous, là, votre compréhension, qu'est-ce que vous avez retenu du rapport de PwC? J'avoue que je n'ai pas retenu de point particulier. Je pense que ça a fait atténuer les propos de M. Pelletier. Ça a calmé le jeu un peu. Mais pour dire honnêtement, à la mi-2022, j'étais plus préoccupée avec le déroulement des essais et le progrès que j'étais avec les propos de la vérif interne. Je comprends, mais en même temps, le rapport de PwC traite justement de... L'une des questions qu'ils ont à se poser, c'est est-ce qu'on a les coups des franges pour le lancement qui est imminent à ce moment-là? Est-ce que le rapport de PwC ne vient pas d'une certaine façon vous rassurer comme membre du conseil d'administration que le déploiement va bien se passer? Oui, je me souviens de ce rapport-là. Ils mettent pas de lumière rouge comme quoi on devrait tout arrêter. Mm-hmm. Ni Ernst Young ne mettent pas de lumière rouge qu'on doit tout arrêter. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait des signes de problématiques. Bon, mais justement, parlons-en. Là. On a discuté ensemble de la livraison 2 au moment où vous arrivez sur le conseil d'administration. Mais là, par la suite, 2020, 21, 22, vous le sentez, là, vous qui a... Vous voyez, nécessairement, il y a des résolutions et des décisions qui sont prises, que les délais, la portée est réduite. Oui. C'est vous qui parlez d'un triangle, je pense. Oui. Vous avez parlé d'un triangle. Oui. Pouvez-vous me l'expliquer? Oui. Dans tout projet, il y a le triangle de portée, temps de livraison et de budget. Alors, la portée et le départ. On essaye de livrer quoi? Ensuite, on essaye de le livrer dans combien de temps? Si on essaye de le livrer plus vite que plus long, il y a un impact sur le coût. Mais à toute fin pratique, le coût dépend et du temps et de la portée. Et si on étire la portée, on va étirer le temps et le coût. Pour respecter le coût, il faut comprimer la portée et peut-être allonger le temps. C'est comme un triangle élastique. On ne peut pas tout avoir. On doit faire des compromis. Et l'idée d'avoir une portée fixe pour un coût fixe dans un délai fixe est totalement irréaliste. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui, tout le monde fait de l'agile, parce que ce n'est pas la même philosophie du tout. Par opposition au waterfall. Exact. Et là, quelle est votre compréhension, vous, du contrat cadre avec l'Alliance? Je ne suis pas certaine si l'agile était dans le contrat cadre, mais ils ont utilisé la méthode agile dans le projet pour L2, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas certaine si c'est noté dans le contrat ou non. Ce que vous savez, c'est qu'en cours de réalisation, on a utilisé la méthode en question. Définitivement. Et est-ce que, si je vous pose la question, si je vous demande, est-ce que selon vous, c'était, je ne vous pose pas une question juridique, là, mais plutôt votre compréhension, est-ce que le contrat cadre est un contrat forfaitaire? Oui, selon moi, c'était un contrat forfaitaire. Et donc, quel est votre, que ce soit individuellement ou collectivement avec d'autres membres du conseil d'administration, puis je vous pose la question parce que vous avez une certaine spécialisation dans le domaine. Est-ce que vous le voyez venir, vous, le dépassement de coûts, le dépassement d'échéancier, la réduction de la portée?
je pensais qu'en 2019, je trouvais que c'était un peu optimiste comme planification. Mais, de nouveau, la L1 s'est faite livrer à temps et en budget, alors ça a calmé un peu mes inquiétudes. Mais au fur et à mesure que 2020 avançait, puis 2021, 2022, c'est clair que on n'était pas en mesure de respecter toute la portée, ni au coût prévu, l'échéancier non plus. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous? Bien, Dans ce on posait contexte-là? des questions, on essayait d'aider l'équipe de gestion à livrer de la meilleure façon possible. On posait toutes sortes de questions. On demandait des revues externes supplémentaires. on demandait des rencontres avec l'équipe de E&Y. On a posé un tas de questions. On a fait des suggestions et des recommandations de toutes les sortes. En 2020, est-ce qu'on... Bon, c'est à votre connaissance qu'il y a eu la transaction en 2020. La transaction en 2020, Est-ce qu'à un certain moment, ah il oui, n'y avait pas un litige contractuel entre l'Alliance et la société? oui. Quel est votre souvenir de ça? Bien, on nous a annoncé que l'estimation pour la L2 était, dans le contrat, était beaucoup trop bas. L'Alliance a annoncé ça à la SAC et que, donc, il n'y avait pas question de livrer l'ensemble de ce qui était promis dans le contrat au coût du contrat. Il fallait mettre des efforts supplémentaires importants. Mais ça, moi, on discute, là. L'estimation n'est pas bonne par le fournisseur. C'est un contrat forfaitaire, comme vous venez de me dire. En quoi ça concerne la société? En Vous principe, comprenez ma question? ben, C'est peut-être un peu grossier comme façon de le présenter, là, mais la société peut dire, vous devez livrer, c'est dans votre contrat. Mais si le fournisseur décide de ne pas livrer, il prend son équipe et s'en va. Ce qui, selon nous, était un risque réel. et ça a été discuté, ça? Oui, c'était définitivement été discuté. Que le fournisseur, si on ne s'entendait pas, que le fournisseur allait tout simplement, comme on dit en anglais, down tools, et se retirer. On pose des outils. Oui, bien, que le fournisseur retirerait ses équipes et qu'il Et donc, rencontrerait en cours. c'était une option qui était discutée. On tient la ligne, on applique le contrat, mais on n'était pas à l'aise finalement de vivre avec les risques qu'LGS quitte et qu'on se retrouve sans fournisseur. Ça, c'est ma récollection, oui. OK. Définitivement. De discussion au conseil d'administration, au comité conjoint? Probablement les deux. OK. Puis, est-ce que vous avez souvenir qu'on est venu, une fois qu'on a plutôt, on a choisi l'option de négocier, vous n'étiez pas impliqué, vous, personnellement, dans cette négociation? Pas du tout. On est venu vous présenter le résultat par la suite? On nous donnait des aperçus. Il y a eu quelques discussions entre le PDG et l'Alliance, le représentant senior de l'Alliance, et ils ne s'entendaient pas. Et alors, on nous a informé que, tel que je pense que le contrat permettait une clause de médiation, en tous les cas. Alors, on est allé en médiation par la suite parce qu'on ne s'entendait pas sur le partage des coûts supplémentaires. Et une fois qu'on a signé la transaction, d'abord, quel était l'état d'esprit des membres du conseil d'administration lorsqu'on a présenté ça? Tout le monde était vraiment découragé. Là. C'était une nouvelle atterrissante. Là. C'était très dur. On savait qu'il y avait des retards. On savait qu'il y avait des problématiques, mais on n'anticipait pas de cette ampleur. Il faut aussi noter que le COVID n'a pas aidé la situation. Le COVID n'a définitivement pas aidé la situation. En 2020,
tout d'un coup, mars 2020, tout le monde à la maison. On est en plein livraison 2. Il y a la VPTI, la VPEN devait tout outiller tous ses employés pour travail de la maison. C'était une période très difficile que pendant 3 mois de revirer pour que puissent livrer leurs services en télétravail. Je vais revenir sur la transaction, mais parlons de la COVID quelques instants. Là. Je n'étais pas là avec vous, j'ai lu les procès-verbaux. Et ma lecture des procès-verbaux, c'est que M. Malenfant s'est fait plutôt rassurant quant à la COVID en disant, mais écoutez, justement, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir faire du télétravail, puis de pouvoir continuer à avancer le projet. Puis même, je pense qu'à un certain moment, on va plus loin, on dit c'est peut-être même une opportunité pour nous parce que on a un enjeu de ressources humaines à Québec. Le télétravail et la COVID nous ouvrent du personnel aux 4 coins de la planète. Est-ce que la COVID, c'est quand même mitigé, non, comme impact sur... Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Il a peut-être dit ça, je ne me souviens pas. Il l'a peut-être dit. Vous n'avez pas souvenir de ça? Je ne me souviens pas qu'il a dit ça spécifiquement. C'est sûr qu'ils ont très bien travaillé pour mettre en place le télétravail, les outils de télétravail, dans un temps record, vraiment. Là. Et ça a sûrement pris un effort important des équipes qui étaient autrement en train de supporter en partie la L2. Mais déjà, c'est difficile d'énoncer des besoins pour un système informatique en parlant un à un à quelqu'un. C'est d'autant plus difficile quand on le fait à distance et aussi quand on a des coéquipiers en Inde qui ne parlent pas français, qui parlent anglais, mais qui parlent anglais avec une culture qui va comprendre des nuances différemment que quelqu'un au Québec. Alors, mais non. Ça, la sous-traitance en Inde, Mme Charette, c'est depuis le début du projet. Là. Peut-être, mais le volume de sous-traitance en Inde a augmenté beaucoup avec la L2 à cause de la personnalisation du nombre de RICEF à écrire. OK, donc vous n'êtes pas sur la COVID. Là. Je comprends qu'on pendant la L2, on a eu un besoin accru de ressources humaines et on a dû aller sous-traiter en Inde. Et ils ont utilisé leurs collègues des Indes, mais tout le monde était en virtuel. Ce n'est pas évident gérer un projet en virtuel, motiver les équipes, les faire travailler ensemble. Mais c'était un enjeu avec SAP, ça, non? D'avoir les ressources humaines en nombre suffisant à Québec? Oui, c'était un enjeu du tout début. Mais c'était pendant une période, quand l'économie allait très, très bien, les projets SAP, il y en avait partout. Et donc, la demande pour les ressources SAP était très forte. Donc, je reviens à la transaction. Vous nous donniez l'état d'esprit des membres du conseil d'administration une fois qu'on a dû négocier avec le fournisseur. Est-ce qu'à un certain moment, le lien de confiance avec M. Malenfant s'effrite? Est-ce que, parce que là, on nous a représenté certaines choses pendant plusieurs années, puis le portrait devient beaucoup plus flou. À un certain moment, il me semble qu'on questionne davantage ou qu'on se met à douter. Je ne suis pas dans l'esprit des autres membres du conseil pour savoir. C'est sûr que... Vous, personnellement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Malenfant. Mais mon esprit me disait qu'il avait un appétit de risque plus élevé que peut-être les autres membres de la direction. Et il voulait à tout prix livrer. Et donc, mais nos présentations étaient toujours très bien faites, très convaincantes. On nous répondait à toutes nos questions, ou dans la mesure que possible. Il répondait aux questions. On n'avait pas du tout l'impression qu'on ne voulait pas nous donner des réponses. Alors, on comprenait que c'était un défi. Et le défi d'apprentissage des ressources de la SAC sur l'environnement SAP, le défi de la disponibilité des ressources du fournisseur, l'utilisation des ressources en Inde, la complexité du modèle d'affaires.
On comprenait ceci. Quand vous dites appétit pour le risque, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, quand on est allé, quand on a fait notre lancement pour la mise en production, il y avait un risque là. Est-ce que le système allait suffisamment performer? Et des gestionnaires beaucoup plus conservateurs auraient soulevé ce risque de façon plus noire et blanc. Et là, M. Malenfant, lui, vous dites qu'il voulait à tout prix livrer la Il solution. n'a pas dit qu'il voulait à tout prix. C'est mon observation. Et c'est une expression, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. À tout prix, je comprends. Il indiquait que tout était sous contrôle et que, oui, on était pour avoir quelques problématiques, comme toute mise en production a des problématiques. Il n'y en a pas de mise en production, pas de cette envergure-là. Il n'y en a tout simplement pas. C'est une question de volume, de temps, d'étendue. Mais vous sentiez que M. Malenfant, là, il voulait... Il voulait, puis moi, je sentais qu'ils avaient finalement maîtrisé l'environnement et qu'ils étaient prêts. Est-ce que vous avez, et on le sent des rencontres du comité d'administration en mars 2023 par la suite, là, il y a clairement, ça ne va pas. Est-ce qu'à posteriori, vous avez, vous personnellement, puis vous dites, je ne peux pas parler pour les autres, on va parler de vous, là. Vous, personnellement, est-ce que vous avez des regrets quant à votre façon d'avoir géré la situation? Et je le dis de façon oui, absolument. très candide, là. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, savez-vous. À tous les matins, on nous rappelle tous le bel historique de notre projet. Alors oui, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Est-ce que j'aurais pris une autre décision? Est-ce que j'aurais changé mon idée? Et puis finalement, c'est non. J'aurais quand même passé à mise en production. Ce que j'aurais fait de plus, c'est mieux préparer la mise en production. Et comme disait M. Geoffrion, la demande accumulée. Mais, savez-vous, on ne pouvait vraiment pas retarder la mise en production. Les effets budgétaires, l'impact budgétaire serait pire. Parce que... Mais vous l'avez retardé 2 fois quand même. Peut-être, mais la retarder encore, ça aurait été jusqu'à Noël 2023. Et ça, c'est un autre 10 mois. Une équipe de cette envergure brûle beaucoup de sous à tous les mois. Donc, chaque mois qu'on continue, oui, on aurait eu beaucoup moins de pépins en décembre, mais notre impact budgétaire, notre dépassement serait d'autant plus grand. Et là, vous dites, j'ai aucun regret, mais en même temps, vous nous dites, on aurait pu moduler quand même la mise en production de façon différente. Ça, c'est si je reviens au tout début, en faisant l'appel d'offres en morceaux. Mais une fois l'appel d'offres lancé, le contrat signé, il fallait composer avec ça. Je souhaite continuer dans la même veine là, concernant les propos de M. Malenfant. Il avait des présentations, il utilisait également des indicateurs, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de feu. Oui, rouge, jaune, orange et vert. On va dire jaune. Pour moi, ils étaient jaunes et pas orange. Est-ce que c'était une fois ou c'était sur plusieurs critères? Sur plusieurs critères. D'accord. On évaluait le risque de disponibilité des ressources SAP, le risque de disponibilité des ressources d'affaires et techniques à l'interne, les essais, la vitesse, le budget. On avait des indicateurs sur beaucoup d'indicateurs. Okay. Beaucoup. Je vais vous amener au procès verbal du comité conjoint en date du 10 juin 2021, qui est le 18e comité conjoint. On va le coter également. Souverain P38. Et je vais demander si on pouvait exhiber la page numéro 2 à l'écran.
Donc, si on pouvait descendre un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Donc, on est dans un procès verbal du comité conjoint, Madame Charette, et on voit donc au point 3.1, je pense que son titre a évolué un peu, là, le vice-président aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques et chef du projet CASA. Donc, on parle évidemment de M. Malenfant. M. Malenfant, parfait. Donc, il présente, là, il dépose une présentation sur le projet CASA. Et ensuite, on va le lire pour le bénéfice de tous. On mentionne la présidente et chef de la direction. Donc, la PCD à ce moment qui est En 2021, ça doit être Mme Tremblay. Madame Nathalie Tremblay. Elle informe donc les membres que le dossier a été présenté au comité de direction. Elle mentionne qu'elle a eu l'occasion de challenger l'équipe interne et celle externe présente à cette occasion sur le nouveau plan de base, soit la feuille de route actualisée. Elle souligne que les équipes ont le même degré de confort quant au fait que les indicateurs soient basés sur la feuille de route actualisée. Par la suite, la directrice générale commence la présentation en soulignant que l'exécution de la L2 progresse comme prévu. Elle ajoute que l'appréciation globale des indicateurs du chantier CASA est au vert et que ces indicateurs sont basés sur un nouveau plan de base, soit la feuille de route actualisée au 30 avril 2021. Bon, c'est un peu complexe, là, ce paragraphe, mais ma compréhension, puis je vous demande si c'est la vôtre également, c'est qu'on actualise la feuille de route du projet CASA et qu'on base nos indicateurs sur la nouvelle feuille de route. Et clairement, là, ça a fait l'objet de discussions, à savoir est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que c'est fiable d'avoir des indicateurs sur une feuille de route qui est constamment en évolution? C'est un peu ça l'objet de la discussion. Et est-ce que c'est votre compréhension également? C'est ma compréhension qu'en effet, ils ont actualisé la feuille de route suite à la replanification. Donc, l'échéancier a été réétabli, le plan de travail, et donc, en entérinant un nouveau échéancier et plan de travail, on repart à vert. On suit dorénavant le progrès versus ce nouveau plan. On ne suit plus le progrès versus le plan original avant la replanification. Et si je vous suggère qu'il y a eu par la suite d'autres feuilles de route, donc une par exemple au mois d'août 2021, et là à ce moment-là, on est toujours avec un indicateur au vert, puisqu'on change constamment la cible au fur et à mesure qu'on prend du retard, de sorte qu'on est toujours dans le vert. Je comprends votre question dans le sens que, mais ce n'est pas la seule place où c'est une pratique une fois qu'on a constaté que l'échéancier précédent n'est pas atteignable et qu'on replanifie dans tous les sens avec la date, le budget, etc., que là, on suit le nouveau plan. C'est la pratique. Maintenant, c'est mêlant si on essaye de suivre l'historique total du projet. Et si on n'a pas tous les feuilles de toutes les autres présentations devant nous. Oui, ce n'est pas nécessairement utile sur un projet très long pour pouvoir voir clair l'évolution totale. Quelqu'un arrive de l'extérieur, voit les indicateurs au vert, mais ne comprend pas qu'en arrière de ça, on était supposé au départ livrer la livraison 2 au 31 décembre 2019, mais que finalement, on a simplement reporté l'échéancier à plusieurs reprises. Puis là, vous n'étiez pas encore au conseil d'administration lorsqu'on prévoyait livrer au 31 décembre 2019, mais vous comprenez que pour quelqu'un de l'extérieur, ça peut être
mêlant, voire même trompeur. Ben, ça peut être mêlant, définitivement. Maintenant, les équipes externes de E&Y et PwC, eux autres sont accoutumés à ce genre de pratique. Donc, je pense que ça ne changerait pas euh, leurs observations ou leurs constatations parce qu'ils vont creuser, ils vont comprendre le tout. Et vous-même, vous le saviez, là. Oui. Ça, je comprends qu'à l'interne, mais du point de vue de l'externe, point lorsqu'on de va vue faire de la reddition de compte, ça peut... Ça peut être mêlant. Quelques instants sur la livraison 2.5 et la livraison 3. Vous êtes toujours sur le conseil d'administration. Est-ce que vous êtes par ailleurs toujours Président du CTIC? Non, je ne suis plus président du CTIC. Ah non? Non, je suis membre du CTIC, mais non plus présidente. Maintenant, c'est Mme Chawan, Nancy Chawan, qui est la présidente. Bien. Est-ce qu'on vous a donné d'autres responsabilités? Bien, je suis maintenant aussi sur le comité des projets majeurs. Ah oui. Mais pas comme président, mais comme membre. D'accord. Et donc, je reviens à ma question. La livraison 2.5, la livraison 3. Bien, ils ont été éliminés pour le moment du projet. C'est-à-dire que le projet CASA, tel qu'on le discute aujourd'hui, est terminé. C'est vrai que la portée a été réduite et la L3 et la L2.5 ont été exclues. Le projet est terminé. La fonctionnalité de L2 est en production, est utilisée à tous les jours. Mais c'est votre compréhension qu'on a le budget pour la L2.5, entre guillemets, qui n'existait pas au moment du contrat. Le budget pour la livraison 3 a été utilisé pour la livraison 2. Puis là, qu'est-ce qu'il va advenir? Donc, les besoins sont encore là, j'imagine, pour la livraison 2.5 et 3? Bien, 2.5 est facultatif, c'est-à-dire que 2.5 n'est pas un système patrimonial qu'on doit absolument remplacer parce qu'il est en désuétude. 2.5 est de prendre le concept de le compte client un peu plus loin pour faire une facture unique entre permis et maths. Et c'est jumelé. Oui, et ce n'est pas essentiel, c'est ce qu'on appelle un nice to have. Et ça représente pas mal de complexité. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus dans les plans de la direction de procéder avec le 2.5 parce que c'est vraiment strictement pas essentiel. C'est peut-être un jour, mais sur la 3, définitivement, un jour, il va falloir y aller. Il va falloir remplacer l'Indem parce que la plateforme sur laquelle elle œuvre coûte 10 millions par année et l'Indem sur la plateforme, n'importe quelle autre plateforme, va coûter moins cher. La plateforme centrale est très chère. Et là, si je fais du pouce sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, si on avait budgété, puis là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, vous me pardonnerez, mais disons qu'on avait budgété 60 millions pour la livraison 3 dans le cadre du contrat cadre en 2017, on est d'accord que ça ne coûtera pas 60 millions en 2027-2028 quand on va... Mais si on allait avec du SAP de la même façon, c'est dur à dire parce qu'il y a potentiellement plus de modules déjà pré-programmés pour l'assurance qu'il y a. n'existait pas à l'époque? Non, je ne sais pas s'il existait à l'époque ou non, mais je veux dire que le volet assurance va être plus disponible dans le marché parce qu'il y a beaucoup de sociétés d'assurance qui utilisent SAP que la L2 qui représente le modèle d'affaires propre à la SAC et qu'aucune autre organisation mondiale utilise. Donc, il a fallu bâtir une chaîne de fonctionnalités strictement pour la SAC, ce qui a coûté plus cher. Mais l'assurance, il se peut qu'il y a des modules déjà qu'on pourrait utiliser, mais il se peut aussi qu'avec les avancées technologiques, que l'Indem, qui représente un volume de transactions beaucoup plus petit, parce que, grâce à Dieu, on l'espère, grâce à Dieu, on ne veut pas les indemniser de la route. Moi, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que ça fait longtemps que j'entends ça, que la livraison 2, c'est tellement unique, c'est tellement
On vient d'Amérique du Nord, là, il y a 50 États, il y a 10 provinces, 3 territoires, il y a tous des permis de conduire, des assurances, des transferts de véhicules. En quoi c'est tellement unique au Québec? C'est le bout qui m'échappe, puis que ça me brûle la langue à chaque fois que quelqu'un en parle. Ben, c'est dans la loi de la SAC et je ne la connais pas par cœur, mais c'est unique dans la mesure qu'on est le seul organisme gouvernemental qui qui livre les permis et l'immatriculation et couvre l'indemnisation. Ça, je comprends. Puis c'est pour ça qu'on disait, parce que je suis un peu ce que M. Geoffrion disait. Des 3 phases, il m'a parlé très clairement hier. La première phase, c'est le back-office. Je comprends très bien. Et ça, à moins d'avoir des particularités, ça peut se ressembler. Là. Ça peut se ressembler. La livraison 3, vous semblez être du même avis, c'est-à-dire c'est dans son côté mutuel ou indemnisation, assurance, qu'on soit au privé ou au public. Il y a les mêmes fonctionnalités. Mais je me posais toujours la question quand on m'arrivait à la livraison 2, c'est comme aller, je ne sais pas moi, escalader l'Everest. Et je me disais, mais mon Dieu, si demain matin je déménage en Ontario, je vais le faire, mon transfert, puis il doit exister quelque chose. Là. Ils ont, c'est mon petit côté pragmatique, là. Je m'excuse. Là. Ils ont, dans toutes les provinces, ils ont un modèle différent. Et oui, ils livrent des plaques d'auto. Et oui, ils livrent des permis de conduire. Mais ils n'indemnisent pas les gens. Ils n'indemnisent pas les gens. Mais est-ce qu'ils le font de la même façon, avec les points d'inaptitude de la même façon, avec les dossiers des conjoints et des conjointes de la même façon, les apprentis de la même façon? C'est que peut-être que leur modèle d'affaires est similaire. Mais il n'y a pas de version de SAP qui reflète ça ailleurs. Au Canada, la problématique, c'est qu'il a fallu faire pour la première fois dans SAP cette combinaison de fonctionnalités. Et la première fois que SAP aurait fait les finances et les ressources humaines, je suis sûre que ce n'était pas si beau. Ça va pas être facile. Exact. La première fois est toujours plus difficile. Et c'est peut-être qu'un jour, SAP va vendre essentiellement ce qu'on a à d'autres personnes. Peut-être. Une piste de rire. J'espère que je vous ai répondu comme il faut, Monsieur le commissaire. Je me pose toujours la même question, pareil. C'est pas grave. Mais là, vous avez comparé, Mme Charette, la livraison 2 à la livraison 3, mais l'exercice que je voulais plutôt faire, c'était de comparer la livraison 3 2017 versus la livraison 3 2027, par exemple. Parce que, comme je vous ai dit, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça coûte plus cher. C'est ça. Ça coûte plus cher. Mais ça coûte plus cher si on prenait exactement la même approche. C'est-à-dire qu'on irait développer nous-mêmes nos capacités SAP de zéro. On utilise la plateforme, mais on fait tous nos modules, Basis, RICEF. Ça nous coûterait plus cher que ce qui était initialement estimé. Mais je doute qu'on fasse ça. Je doute que la direction prenne cette route. Et, parce qu'il y a d'autres options et compte tenu du volume et des coûts et du fait qu'il faut être économique, c'est l'argent des contribuables, il y aurait des moyens, selon moi, plus économiques. Ce n'est pas strictement essentiel que tout soit SAP. Tout doit être dans la base de données, le conducteur qui est indemnisé. Mais son indemnisation, c'est pour ses blessures corporelles. Ça peut être ailleurs de SAP. La livraison 3 ne serait pas forcément c'est pas nécessaire. Un PGI SAP. Ça peut l'être, je ne sais pas. L'informatique va sûrement faire des études. On peut faire ça en SAP. Est-ce qu'on trouve des modules qu'on peut adapter plus facilement ou est-ce qu'on doit développer ou est-ce qu'on peut acquérir un autre module ou un autre PGI, pas PGI, un autre logiciel qui ne fait que ça, l'Indem, qui est très séparé de mon dossier de conduite et de mon immatriculation. Le seul lien, c'est moi comme conducteur, mon permis, je suis donc assuré. Et ça, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de philosophie versus la décision qui a été prise en 2014 de tout concentrer à l'intérieur d'un même PGI. Là.
Oui, mais les temps changent. Ce qu'on fait aujourd'hui en informatique, c'est très différent de ce qui a été imaginé en 2007, en 2012. La technologie évolue à une vitesse incroyable. Et dépendant des langages, des environnements, et compte tenu du volume, le volume est très important. Traiter 30 et 40 000 transactions par jour, 7,5 millions de conducteurs, 600 000 commerçants, ça prend une machine ultra robuste avec tant d'interfaces à travers le Québec avec différentes instances, les policiers, etc., etc. Mais l'INDEM concerne une population d'utilisateurs et d'indemniser beaucoup plus petite. Donc, le moyen de faire informatique qui va répondre aux besoins, être convivial, efficace et économique risque de changer. Il n'y en a pas d'obligation d'utiliser SAP. J'espère bien. Je fais bon ce que vous avez dit. Ce qui a été vendu par contre au Conseil, c'est que la solution, le PGI, allait couvrir les 3 phases, donc le core business total de la SAC. Je me trompe? Ça, c'est ce qui a été mis dans l'appel d'offres. Maintenant, si moi j'avais été à l'écriture de l'appel d'offres, je ne l'aurais pas écrit toutes ces phases-là. Ça, vous l'avez dit dès le début. Maintenant, la L2 et la L1 vont ensemble à cause de la perception. Mais la L3 est vraiment un élément qu'on peut considérer, selon moi, de façon indépendante. Comme là, il vit actuellement, mais sur une plateforme obsolète. Pardon? C'est comme là, il vit actuellement, ça vit actuellement, Oui. mais sur une plateforme Exact. qui est en fin de vie. Exactement. Et très coûteuse. Très coûteuse. Le temps file, Mme Charette. Je vais vous poser peut-être une dernière question, puis je vais aller droit au but. On a parlé tout à l'heure de la dernière rencontre du comité conjoint au mois de juin 2022. Dernière rencontre parce que par la suite, on s'est passé au conseil. Exactement. D'ailleurs, ce PV-là a été adopté par le conseil d'administration et non forcément. Est-ce que c'est à votre souvenir qu'à ce moment-là, on vous a présenté un document sur lequel on vous indiquait qu'on avait besoin de 222 millions pour terminer le projet? Un apron, comme on utilise là, dans le genre. On a eu, oui, on a eu un apron qui résumait les coûts. Et le projet passait de 458 millions à 600 quelque chose. Là. Et pourtant, la décision qui a été prise à ce moment-là, c'est de débloquer un 40 quelques millions additionnels seulement, entre guillemets. Ce qui faisait en sorte qu'on passait sous la barre des 10% publiée sur SEAO. Est-ce que vous avez souvenir de ces discussions-là ou de ces considérations-là? On nous a présenté l'avenant de 45 millions. Oui. Mais est-ce qu'on doit y voir un lien entre les deux? Vous comprenez évidemment le lien que je fais entre il manque 222 millions, puis on fait un avenant. Mais le projet a augmenté de 222 millions. Ça incluait les coûts internes, les coûts supplémentaires à l'Alliance et des coûts supplémentaires potentiellement pour la phase d'exploitation. Je ne me souviens pas exactement. Mais à tout le moins, est-ce que c'était votre compréhension que le 40 millions additionnel ne serait pas suffisant pour couvrir la fin du projet, même uniquement la livraison 2? Bien, on avait écarté toute discussion de la livraison 3. Là. On savait qu'on n'était pas pour livrer la livraison 3 là. Déjà en 2022? Déjà en juin 2022? Elle était toujours sur les plans, mais ça reviendrait comme un nouveau projet. Dans ce projet-là, il n'y avait plus... il n'y avait pas beaucoup d'efforts qui étaient mis à planifier la livraison 3. Non, elle était... Oui, on doit la faire un jour. D'accord. On va y retourner. C'était votre état d'esprit à ce moment-là? Éventuellement. Une fois qu'on aurait terminé la 2, qu'on est en production, on regarderait à nouveau à ce moment-là. M.
Monsieur le commissaire, j'ai ambitionné déjà, il est 7 heures, il est 17 heures et non 7 heures. Je n'aimerais Je- pas faire revenir le témoin. Non, absolument pas. C'est pour ça que j'allais clore, peut-être donner la chance à Mme Charette de, si elle avait d'autres choses à mentionner, mais de mon côté, ça Ça ferait ferait le tour. Ça Ouais. ferait le tour. Est-ce que les avocats de la SAC peuvent estimer de donner peut-être 1 heure? J'ai l'intention de continuer, même si les heures d'habitude finissent à 4h30. Je ne veux pas que madame soit obligée C'est de quitter gentil. Québec aujourd'hui. Merci, Ce que Monsieur le j'aimerais bien commissaire. que vous fassiez. Merci, Monsieur le commissaire. J'aurais besoin peut-être de réunir mes idées, mais Alors, on va prendre une petite pause santé. On dit une dizaine de minutes, puis après ça, on continue. Ça D'accord. vous va? Ça Merci. va, tout le monde? Merci. Parfait. Veuillez vous lever, pause de 10 minutes.